ICER France, entreprendre ensemble. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle séance de nos rencontres conseils qui se déroulent de manière plutôt atypique cette année puisque le support est nouveau, le webinaire, avec on en est au 4e ou 5e webinaire qui se déroule cette année compte tenu, on va dire, de l'actualité riche. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de nous retrouver en physique lors de nos rencontres conseils, il y a un incontournable lors de ces rencontres conseils, en début d'année à chaque fois. Nos élus nous ont prévu une loi de finances qu'ils ont votée entre Noël et Nouvel An. Et nous avons un incontournable, j'ai envie de dire, c'est Jacques Desplanes qui est présent avec moi lors de cette présentation, qui vient là succinctement d'être déconnecté. Donc, il aura le plaisir de vous présenter cette loi de finances, je l'espère, s'il arrive à se reconnecter. Donc, aujourd'hui, effectivement, nous allons vous présenter un certain nombre d'éléments concernant la loi de finances. Préalablement, voilà, Jacques nous a retrouvés. Et je te remercie parce que j'aurais pu faire la présentation, mais ça sera sûrement bien moins bien fait si c'est moi. Donc, on va passer à notre présentation ici, que vous allez pouvoir avoir à votre disposition. Pour les personnes qui ont l'habitude de venir à nos webinaires, et j'en vois beaucoup qui sont connectés souvent à nos webinaires, donc je les remercie beaucoup de leur fidélité parce que ça nous fait plaisir que vous puissiez être présents aussi nombreux et de manière récurrente. Et puis, on va attaquer assez vite. On se fixe 45 minutes, donc vous devriez être libérés vers 19h45. J'essaierai de faire en sorte de contenir Jacques dans son élan technique et son envie de vous faire part de sa verve en matière de fiscalité. Donc, évidemment, vous avez à votre disposition d'un point de vue technique, d'un côté, des questions et de l'autre côté, un onglet qui s'appelle sondage. Je vais assez vite y venir. Et puis, ce qu'on vous propose, c'est que vous posiez vos questions en direct prenez votre temps pour rédiger. De toute façon, je ne les prendrai pas immédiatement. On aura des temps pour pouvoir lire vos questions et, dans la mesure du possible, vous y répondre immédiatement pour pouvoir tout de suite être en interaction. Alors, ici, vous avez le principe du webinaire, c'est-à-dire qu'on fait un tour qui est non exhaustif, clairement, puisque on ne peut pas faire le tour de toute l'actualité en 45 minutes, mais de vous répondre en mode flash, vous fournir des réponses immédiates. Alors, je vous ai présenté Jacques, pendant son absence, c'est déjà fait, c'est notre directeur du service juridique, qui est bien connu quand même d'un certain nombre d'entre vous. Et eh bien, je vais commencer par vous faire participer au travers d'un sondage. Alors, ce sondage, histoire de vous proposer une clé de lecture, c'est qu'on a des lois de finances qui sont votées en début d'année, enfin qui sont votées en fin d'année et mises en œuvre pour l'année suivante, puis on a des lois de finances rectificatives quand un gouvernement décide de modifier un certain nombre de choses. Et ce qu'on vous propose, c'est de nous dire, selon vous, en 2020, et de manière ludique, eh bien, ici, vous avez votre sondage qui vient d'être publié, le sondage qui vient d'être publié. Selon vous, combien y a-t-il eu de lois de finances rectificatives en 2020? Est-ce qu'il n'y en a pas eu? Ce qui est possible. Il y a des années où il n'y a pas de loi de finances rectificative. Est-ce qu'il y en a eu 2? Est-ce qu'il y en a eu 3? Ou voire même 4 lois de finances rectificatives? Je vous invite à répondre. Et moi, je vois les réponses qui s'affichent au fur et à mesure du temps. C'est très serré pour l'instant. Je vous laisse encore une dizaine de secondes pour pouvoir répondre. Voilà, et je vais vous faire part des réponses que j'ai à ma disposition lors de ce sondage. Il se trouve que 25% d'entre vous environ, je ne fais pas les virgules, estiment qu'il y en a eu 4. 33, ça bouge.
33% pensent qu'il y en a eu 3 et 40% estiment qu'il y en a eu 2 et 5% estiment qu'il y en a eu 0. Eh bien, Jacques, l'année a été riche. Je crois qu'on n'en a jamais eu autant. Je peux me tromper. Dans les années 2007-2008, je sais qu'il y en avait eu 2 ou 3. Mais cette année, on a été gâtés puisqu'on a eu 4 lois de finances rectificatives. C'est, je crois, du jamais vu, Jacques. Pour ma part, oui, je ne l'ai jamais vu en, entre guillemets, 30 ans de carrière. Je sais, on le dirait pas comme ça. Non, c'est la première année qu'il y a autant de lois de finances rectificatives et du fait que le gouvernement a un peu piloté à vue, notamment sur l'accompagnement fiscal des entreprises et des particuliers eu égard à la pandémie. Tout à fait. Alors, l'idée, c'est de faire un point, évidemment, sur cette loi de finances qui va se présenter à vous, qui va s'imposer quelque part à vous en 2021. C'est évidemment une vérité d'un temps, puisqu'il va y avoir probablement des lois de finances rectificatives 2021. Je n'y mettrai pas ma main au feu, mais quand même un bon billet. Je vous propose d'attaquer tout de suite sur la fiscalité des particuliers, c'est-à-dire que ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde et je vous le rappelle, vous avez des questions suite à la présentation de Jacques, suite à mes propres présentations. Vous posez vos questions à droite dans le module questions et on y répondra dès que ce sera possible. Et on va attaquer par quelque chose qui est tout à fait intéressant, Jacques, puisque c'est quelque chose qui nous fait potentiellement plaisir. On a tous une petite difficulté à payer nos impôts, hein, j'ai envie de dire, c'est un peu naturel. C'est quelque chose qu'on nous prélève. On va commencer par la défiscalisation. Jacques, de quoi parle-t-on en matière de réduction d'impôts concernant le Pinel, dispositif d'investissement locatif? Qu'est-ce qui se passe? Alors, le Pinel, effectivement, c'est un dispositif qui existe depuis quelques années maintenant et qui a remplacé un certain nombre d'autres. Célier, Robien, ce sont des noms qui vous parlent sans doute. Eh bien, le dispositif Pinel, qui devait s'arrêter en 2020, a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2024. C'est la première bonne nouvelle. Et les réductions de l'avantage fiscal ont été un petit peu élargies et également un petit peu modifiées. Alors, je vous ai mis le tableau, mais vous pourrez le reprendre, je dirais, à tête reposée, entre guillemets, parce qu'on va vous envoyer le support, donc vous pourrez regarder ce qui change. Mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a toujours une volonté du gouvernement d'aider le logement et de reconduire ces opérations qui permettent d'avoir des réductions d'impôts lorsque l'on investit dans de l'immobilier neuf ou de la restructuration de mobilier ancien et qu'on loue ces biens. Et en fonction de la durée de location, vous avez une réduction d'impôt qui est proportionnelle. Donc 6 ans, 9 ans, et on peut rajouter 3 années supplémentaires, et plus on loue longtemps dans la durée, plus effectivement il y a des réductions, mais qui s'amenuisent dans le temps, puisque vous voyez les investissements réalisés en 2021-2022, puis les investissements réalisés à partir de 2023 et à partir de 2024. C'est là toujours le même artifice, hein. On veut inciter les investisseurs à ne pas attendre pour que l'effet soit le plus immédiat. Voilà pour ce premier aspect du Pinel. Très bien. Alors, on enchaîne toujours sur les réductions d'impôts. Prorogation de diverses réductions d'impôts, ça veut dire que c'est des choses qu'on connaissait, qui devaient s'arrêter au 31-12 et qui, par bonheur, sont maintenues. Alors, quels sont-ils, ces dispositifs ? Alors, il y en a quelques-uns, j'en ai repris 3. D'une part, les investissements forestiers. Dont la réduction d'impôt a été prorogée jusqu'au 31 décembre 2022. Il y a la souscription au capital. Je me permets, Jacques, ça veut dire que si j'investis dans la forêt, je peux réduire mes impôts ? Absolument. Absolument. Vous avez des réductions d'impôts qui sont liées aux investissements forestiers et donc qui peuvent aller, alors j'ai plus les pourcentages en tête, mais jusqu'à 25%, je crois, de l'investissement. Alors après, avec certains plafonds, puisque de toute façon, de façon générale, toutes ces réductions d'impôts
vous le savez peut-être, mais sont plafonnés depuis 2013, puisque par foyer fiscal, la réduction d'impôt ne peut dépasser 10 000 euros. Ce qu'il faut retenir, c'est 10 000 euros par année. Donc les réductions d'impôt que l'on peut avoir, de toute façon, restent plafonnées. Certains avantages fiscaux, certaines réductions d'impôt sont reportées les années suivantes si une année j'ai dépassé le plafond, d'autres non, mais globalement il y a quand même ce plafond. Donc effectivement les investissements forestiers, nous avons, c'est un peu le serpent de mer ça, mais les souscriptions au capital des PME, ça a été dans les années dizaine d'années extrêmement intéressant, parce qu'il y avait très peu de conditions. Il suffisait d'investir au capital d'une société style SARL, SAS, en mettant des sommes au capital, et on avait une réduction d'impôt qui était de 25%. Alors, cette réduction d'impôt a diminué. Elle était maintenant de 18%, et elle a été votée pour la reconduire à 25%, mais sous réserve de l'application de publication d'un décret qui n'est pas encore arrivé. J'espère qu'il arrivera, puisque c'est un projet qui date du 4 août ou enfin du début août et qui n'est toujours pas sorti en décret, c'est bien ça? Absolument. En fait, compte, cette mesure avait été déjà votée en 2020 et on attendait le décret qui n'est jamais sorti en 2020. Je pense que le gouvernement, avec d'autres chats à fouetter, et donc il a été reconduit finalement dans les mêmes conditions pour l'année 2021. Croisons les doigts, espérons que là, pour le coup, le décret sortira, parce que ça peut être effectivement avantageux lorsqu'on crée une nouvelle filiale, une nouvelle structure. Effectivement, s'il y a une possibilité d'avoir une réduction d'impôt, c'est toujours bon à apprendre. Voilà, donc c'est un dispositif qui est intéressant pour les entrepreneurs qui effectivement créent une nouvelle activité et qui mettent de l'argent en numéraire au capital avec soit 1 ou 2 salariés minimum présents dans l'entreprise selon qu'on soit une activité artisanale ou une activité commerciale. Mais c'est un dispositif qu'il faut avoir à l'œil quand on est amené à créer des nouvelles activités. Absolument. Et enfin, le dernier point, c'est la souscription au capital de sociétés foncières solidaires. Enfin, c'est un peu plus rare, mais qui a été aussi reconduit jusqu'au 31 décembre 2021. Voilà. Alors, je voulais faire sur ce slide-là. Oui, Michel, excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Non, vas-y, je t'en prie, Jacques. Non, on peut passer au slide suivant, à la diapo suivante. Je voulais faire un petit rappel. Alors, ça, ce n'est pas des choses qui sont dans la loi de finances pour 2021, et qui avait déjà été votées en 2020, mais je voulais y revenir parce que ça a quand même un impact réel sur les particuliers, la fiscalité des particuliers. Et puis, l'expérience nous a montré que parfois, le choix n'était pas bien fait lorsque l'on accompagne des personnes dans leur déclaration de revenus. Eh bien, on se rend compte qu'il y a la possibilité de faire un choix qui est rarement fait parce que tout simplement, on ne le sait pas. C'est-à-dire que lorsque les banques, les assurances vous versent des intérêts sur des placements ou que vous recevez des dividendes, puisqu'on a eu des distributions de dividendes qui ont été réalisées au cours de l'année, depuis ce qu'on appelle le prélèvement à la source, la société qui verse l'argent, la banque, l'entreprise, l'assurance, prélève à la source un impôt forfaitaire de 12,80% et il reverse cet impôt pour votre compte à l'État. Donc, c'est juste pour vous rappeler le principe du prélèvement à la source et qui se fait sans qu'on vous demande d'ailleurs votre avis s'agissant des banques. Le prélèvement est fait et puis voilà. Par contre, il est possible que certaines années, vous ne soyez pas imposable à ce taux-là, c'est-à-dire que votre taux moyen d'imposition est inférieur à 12,80. 12,80, c'est le taux qui est pratiqué actuellement. Donc, lorsque votre taux d'imposition moyen est inférieur à 12,80, eh bien, il faut penser, lorsqu'on fait sa déclaration de revenus, à cocher une petite case. Et cette case, je vous l'ai indiquée parce que, effectivement, on passe souvent à côté. C'est la case 2OP. Pour l'instant, elle ne change pas, c'est toujours la même référence, la case 2OP. Et donc, ça vous permet en cliquant une fois la case et en décochant cette case, de savoir si effectivement vous avez
plutôt intérêt à opter pour le barème progressif parce que votre taux moyen d'imposition est inférieur, ou à contrario, laisser ce prélèvement de 12,80 qui est de toute façon un plafond. On ne vous demandera pas au-dessus. Si votre taux moyen d'imposition est à 30% par exemple, bien évidemment, il ne faut surtout pas opter pour le barème progressif. Voilà. C'est juste ce petit rappel parce qu'on s'est rendu compte en faisant la déclaration de revenus en 2020 pour l'année 2019 que beaucoup de choix n'avaient pas été faits, en tout cas des choix qui n'étaient pas forcément judicieux. Et tu parles du taux moyen qui n'est pas à confondre avec la tranche marginale d'imposition. On connaît les tranches qui existent, hein, 30-40 pour finir. Et c'est bien son taux moyen d'imposition. Et quand vous faites une déclaration de revenus avec un de nos collègues, il vous fournit ce taux moyen. C'est marqué d'ailleurs dans votre avis d'imposition à l'issue. Donc ce taux moyen n'est pas à confondre avec la tranche marginale d'imposition, puisqu'on connaît un impôt est progressif. Donc votre taux moyen, au tout début, avant qu'il soit à 14, ou même si vous êtes à une tranche marginale à 30, votre taux moyen n'est pas à 30. Donc, subtilité qu'il est bon d'avoir en tête quand on est amené à faire sa déclaration de revenus. Un petit focus sur la taxe d'habitation, Jacques? Oui, voilà, juste pour rappeler que la loi de finances pour 2021 n'a pas touché ce mécanisme qui avait été déjà voté en 2020, voté en 2019 plus exactement, qui fait qu'il y a une baisse qui avait été annoncée, qui est programmée et qui pour l'instant est maintenue de la taxe d'habitation, qui sera de 30% pour la taxe d'habitation 2021, 65% pour la taxe d'habitation en 2022 et une exonération totale en 2023. Alors, je dis bien une exonération totale et non pas une suppression de la taxe d'habitation. Alors ça, c'est toujours une subtilité de nos gouvernements qui disent vous avez une exonération totale, mais une exonération totale ne veut pas dire je dirais, l'arrêt de la taxe d'habitation. Donc, est-ce qu'elle reviendra ensuite? Ça concerne les 20% des ménages qui n'avaient pas bénéficié historiquement de l'exonération, puisqu'elle avait déjà été mise en place, hein, sauf erreur de ma part, à partir de 2017, 2018, 2019. Donc là, on était sur un premier cycle des 80% les moins aisés, hein, tel que c'est indiqué, et les 20% qui n'avaient pas été exonérés passent aujourd'hui dans le dispositif d'exonération. Oui, puisque là, ça concerne effectivement la résidence principale, quels que soient les revenus. Un autre focus sur les crédits d'impôt qui sont en faveur de la transition énergétique. Jacques, que se passe-t-il en 2021? Alors, ils avaient été annoncés que ces crédits d'impôt allaient être progressivement supprimés et c'est le cas, hein, puisque la loi de finances pour 2020 avait prévu le remplacement de ces crédits d'impôt par une prime forfaitaire versée par l'ANA, l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat. Donc, c'est l'ANA qui verse cette prime qui s'appelle maintenant MaPrimeRénov'. L'idée était un petit peu comme le prélèvement à la source, c'est-à-dire de rendre plus immédiat l'effet de l'investissement. C'est-à-dire que j'investis dans une pompe à chaleur et je reçois la prime aussitôt plutôt qu'une réduction d'impôt ou un crédit d'impôt l'année suivante. Voilà. Donc ça a été effectivement maintenu. Ça a un sujet d'importance pour tous les professionnels du bâtiment qui nous écoutent parce qu'effectivement, les dispositifs vont encore, en termes d'obligations administratives, sûrement évoluer. Oui, tout à fait. Et puis, on parle d'un crédit d'impôt lié à l'investissement des véhicules électriques. Il y a eu malgré tout, dans la transition énergétique, il y avait surtout les mesures qui concernaient l'isolation du bâtiment, double vitrage, les volets granulés, etc. Et là, il y a eu la création d'un nouveau crédit d'impôt, un petit peu en déconnexion avec celui qui existait pour la transition énergétique, spécifique pour l'investissement dans des systèmes de charge des véhicules électriques. Voilà. Donc, c'est un crédit d'impôt qui existe, qui concerne la résidence principale et ou secondaire. Donc, on peut en avoir deux. Et même, on peut en avoir jusqu'à deux par couple. Si on a deux voitures, on peut avoir deux crédits d'impôt pour la maison principale, monsieur, madame, deux crédits d'impôt pour la maison secondaire, si j'optimise au maximum. Et donc, que l'on soit propriétaire, locataire ou occupant à titre gratuit. Donc, ce n'est pas uniquement les propriétaires. Et
crédit d'impôt correspond à 75% des dépenses dans la limite de 300 € par système. Donc, dans mon calcul tout à l'heure, je disais, si on est monsieur, madame, résidence principale, résidence secondaire, on pourrait aller jusqu'à 1 200 € de crédit d'impôt. Je rappelle que la petite différence entre une réduction d'impôt et un crédit d'impôt, c'est que le crédit d'impôt, même si vous n'êtes pas imposable, même si vous êtes non imposable, c'est l'État qui vous rembourse. Voilà. Alors qu'une réduction d'impôt ne peut s'imputer que si je suis imposable. Si je ne suis pas imposable, la réduction d'impôt ne me sert à rien. Alors, je vois que vous avez procédé à quelques questions et je vais en faire lecture. Ça va être plus simple de faire la lecture que la réponse. C'est Jacques qui fait les réponses ce soir. Alors, j'ai Isabelle qui me met une question, qui nous souhaite un bonjour et l'occasion aussi de la remercier. Je crois qu'elle est déjà venue à un autre webinaire. Concernant le PFU, donc le fameux focus que tu as évoqué, et la possibilité de refuser sur la déclaration de revenus, est-il possible de faire une déclaration rectificative pour rattraper l'erreur en cochant cette case ? Oui, pour ma part, oui, bien évidemment. Vous avez 3 ans pour faire une déclaration d'impôt rectificative, donc vous pouvez bien évidemment le faire si vous pensez rétroactivement que vous avez, entre guillemets, loupé le coche, sans jeu de mots, et en faire une, oui. Une autre question de Christian qui nous demande est-ce que les SCI peuvent bénéficier également de la prime Rénov'? Alors, la prime Rénov' n'est pas. Je pense que oui. Il faut que je vérifie, mais je pense que oui. Je pense que les SCI peuvent en bénéficier. Et je répondrai directement à Christian R. Puisque je sais pourquoi il me pose cette question. Très bien. Eh bien, quand son conseil est en ligne, c'est pratique, mais effectivement, on vérifiera cette réponse directement et auprès de la personne en question, ça sera d'autant plus efficace. Et bien voilà, il y a une réponse qui est de merci Jacques. Je vois que le lien est directement fait et ça fait plaisir. Alors, ce que je vous propose, c'est de poursuivre. Vous n'hésitez pas à poser vos questions si effectivement il y en a encore qui viendraient sur les thèmes qu'on vient de voir. Et puis, vous y allez au fur et à mesure. On va parler de la fiscalité des entreprises. Comme tout bon entrepreneur que vous êtes, évidemment, ça va vous intéresser. Et on me met la réponse pour les SCI peut intéresser d'autres personnes. Donc, on fournira la réponse auprès de Vincent aussi, que j'identifie de mon côté. Donc, fiscalité, j'ai bien compris, on vous fournira la réponse. On a les réponses et on a les personnes qui sont inscrites. Donc, on pourra vous répondre et vous donner la réponse sur les SCI, la confirmation de la réponse. Bien évidemment, à tout le monde. Voilà, évidemment. Donc, fiscalité des entreprises, Jacques, on enchaîne sur l'imputation des pertes en cas de réduction du capital social à 0. Oh mon Dieu, où va-t-on? Alors, il y a toute une série de mesures, et ça en fait partie, qui ont été pensées par le gouvernement pour que lorsque, malheureusement, cette année, on a fait des pertes, que ces pertes, on puisse les récupérer, finalement, bénéficier de réduction et d'imputation de ces pertes sur d'autres revenus. Alors, comme vous le savez, pour tout ce qui est SARL, SAS, SA, il y a une obligation dans ces formes de sociétés commerciales d'avoir des capitaux propres qui soient au moins égaux à la moitié du capital social. Si j'ai 10 000 € de capital social, eh bien, il ne faut pas que j'ai fait une perte de 6 000 € puisque ça me donnera des capitaux propres de 4 000 € qui vont devenir donc ainsi inférieurs à la moitié du capital social. Donc, on a une possibilité aujourd'hui, lorsque non seulement j'ai mangé la moitié de mes capitaux propres, mais que les pertes sont telles que ça absorbe carrément mon capital social. Donc, les pertes font que capital social moins perte, j'ai du négatif. Eh bien, dans ce cas-là, la moins-value qui est générée va pouvoir être récupérée et utilisée sur des plus-values de même nature
Et si j'ai pas de plus-value, parce que malheureusement, si je fais des pertes, c'est que par ailleurs, j'ai pas forcément la chance d'avoir d'autres sociétés qui font, elles, des plus-values, eh bien, c'est reportable pendant 10 ans. Voilà. Donc, ça reste quand même une mesure intéressante, parce qu'aujourd'hui, quand on faisait des réductions de capital social permettant d'absorber ces pertes, on avait, c'est une perte sèche, quoi. Alors aujourd'hui, le gouvernement a dit, cette perte sèche, non, vous aurez une moins-value, et cette moins-value, vous la mettez de côté, et vous aurez la possibilité d'utiliser pendant 10 ans. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Très bien. Autre sujet qui va nous intéresser compte tenu de la situation économique, c'est la réévaluation libre des actifs. Pourquoi Alors, ça peut se passer? Oui, absolument, Michel, ça nous intéresse au premier point, au premier plan, pardon. C'est un petit peu lié à la mesure précédente. Lorsque l'on a cumulé des pertes, on peut avoir, comment dirais-je, une présentation bilancielle un peu dégradée. C'est-à-dire que malheureusement, j'ai des pertes d'un côté, et puis de l'autre côté, à l'actif de mon bilan, si mon entreprise a quelques années, je peux avoir des valeurs qui sont des valeurs comptables qui sont relativement faibles parce que j'ai amorti tout simplement les biens. J'ai amorti mes installations, mon bâtiment, mon matériel, donc j'ai peu d'amortissement, donc peu de valeur à l'actif, et puis au passif, j'ai la perte que j'ai pu réaliser malheureusement. Et donc, cette mesure de réévaluation libre d'actifs existait depuis très longtemps en termes comptables, c'est-à-dire qu'on a toujours la possibilité de se dire un bilan comptable, par principe, il doit refléter la vraie valeur, la vraie valeur de l'entreprise. En tout cas, la représentative de la valeur la plus proche de la réalité. Et donc, il était possible de faire des réévaluations libres. Mon bâtiment est complètement amorti, mon matériel est complètement amorti, mais je le réévalue et puis je lui redonne une vraie valeur en fonction de sa valeur de marché. Sauf Mais que, ça posait un problème. Exactement. Il y avait un gros frottement fiscal, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je faisais cette réévaluation libre d'actifs, eh bien, je générais une plus-value qui était toujours imposable. Même si j'étais exonéré des plus-values pour d'autres raisons, par ailleurs, cette réévaluation libre donnait toujours lieu à une imposition. Donc, voilà, ça c'est le principe. Et ce qui a été mis en place avec cette loi de finances pour 2021, c'est d'étaler cette, je dirais, plus-value réalisée sur la durée d'amortissement du bien. Finalement, ça permet de neutraliser la réévaluation libre que j'ai faite. Donc, oui, l'objectif, effectivement, c'est de donner une image plus fidèle du patrimoine de l'entreprise qui permet de renforcer les capitaux. Et donc, alors c'est un dispositif optionnel, c'est une option qu'il faut faire. C'est applicable aux immobilisations corporelles et financières, donc corporelles, bâtiments, matériels et autres. Et puis, cette opération de réévaluation permettant de bénéficier de cette mesure de tempérance est possible pour les exercices 2020, 2021, enfin 2021 et 2022. Très bien. Donc, effectivement, on va pouvoir étaler notre plus-value à la hauteur de l'amortissement et donc avoir une opération effectivement de neutralisation, le terme exact. On aurait pu espérer un élargissement du dispositif sur d'autres immobilisations, mais en l'occurrence, pour l'instant, immobilisation corporelle et financière, tout ce qui va concerner, enfin pas les autres immobilisations, mais il y a aussi des révélations des fois de stock ou des choses comme ça qui sont pour l'instant pas pris en considération. Mais malgré tout, cette chose-là est importante parce qu'on sait très bien que les banques, et c'est normal, sont très sensibles à la présentation du bilan et un bilan dégradé ne vous permet pas d'accéder au financement, alors qu'un bilan revalorisé vous permettrait certainement plus facilement d'accéder à des financements. Très bien. Alors, on fait un peu d'anglais. Le leaseback, nouveauté pas vraiment, mais que se passe-t-il ? Alors, le leaseback, là encore, c'est une possibilité d'étalement de la plus-value sur une opération de leaseback. Alors, le leaseback, c'est quelque chose qui existait depuis assez longtemps et finalement qui cessait d'être, qui n'était plus en application. Et là, avec cette loi de finances pour 2021,
le gouvernement a souhaité remettre cette possibilité-là. Alors, quel est le principe que je vous explique quand même? Alors, juste ces trucs-là, voilà. Le principe pour le rappeler. Donc, le principe, c'est que je vends un immeuble dont je suis propriétaire. Donc, je vends cet immeuble à une société de crédit-bail qui, en contrepartie, vous la loue immédiatement par un contrat de crédit-bail immobilier. Donc, alors, vous me direz, ça semble bizarre comme ça, mais ce sont des choses qui sont quand même qui étaient assez classiquement utilisées pour permettre tout simplement, là encore, de retrouver des fonds. Je vous cite un cas très précis, un exemple. Je veux faire une croissance externe, j'ai besoin de trésorerie pour investir, pour acheter des parts, pour me diversifier. Et là, j'ai mon bâtiment qui me coûte assez cher. Je l'ai au bilan et je décide de le vendre. Je vends mon bâtiment à une société de crédit-bail qui, en contrepartie, me le loue, enfin me l'achète et me le loue avec une option d'achat à terme. Une option d'achat à terme au bout de 15 ans, par exemple. En faisant ainsi, j'empoche le prix de la vente et donc j'ai du cash pour faire l'opération que je souhaitais faire. Éventuellement, j'ai du cash pour améliorer tout simplement ma trésorerie. J'espère que ce n'est pas trop pour le fonds de roulement, mais bon, ça peut servir aussi à cela. Généralement, on essaye de consacrer ces finances-là à plutôt de la croissance, du développement, à l'investissement dans un outil, dans un nouvel outil, une nouvelle machine, par exemple. Mais c'est finalement ce que l'on veut de ce cash que l'on reçoit suite à la vente de l'immeuble. Et jusqu'à présent, lorsque je vendais l'immeuble, j'avais une plus-value. Si mon immeuble était comptablement à zéro, je faisais une plus-value et je payais mon impôt de suite sur cette plus-value. Donc, on avait une sanction fiscale qui nous empêchait de faire ce genre d'opération. Donc là, la nouveauté, c'est que l'on va pouvoir étaler cette plus-value sur 15 ans. Donc, elle n'est pas tout à fait gommée, mais en tout cas, ça nous évite de payer un impôt important le jour où je fais cette opération, puisque la plus-value générée, je la réintègre dans mon bénéfice des années futures pendant 15 ans, ce qui permet d'extrêmement lisser cette opération et de me laisser justement la trésorerie. Cette opération de refinancement, je l'avais fait pour avoir du cash et ça me permet justement de préserver ce cash. Ok, Jacques, j'ai deux personnes préalablement suite à la présentation de ce que tu as fait sur la réévaluation des actifs qui ont deux questions. Alors, si on revalorise l'actif, est-ce que ça entraîne des nouveaux amortissements? J'ai envie de répondre oui, puisque là, on l'a dit, l'avantage de la réévaluation, c'est qu'on régénérait des amortissements, mais le problème, c'est qu'effectivement, on s'était fiscalisé. Là, le gros avantage, c'est que cette plus-value va être étalée. Donc, on va mettre en face de l'amortissement l'équivalent d'une plus-value et donc avoir une neutralisation. C'est ça qui explique. Il y a une deuxième question qui était, y a-t-il un intérêt de le faire? Donc, je parle de l'opération de réévaluation d'actifs, même si le bilan n'est pas dégradé. Oui, effectivement, il peut y avoir un intérêt à le faire. Là encore, dans mon exemple, je parlais d'un exemple d'une entreprise qui veut faire une croissance externe, mais qui n'est pas sûr d'être suivie par ses banquiers. La croissance externe, qui plus est, c'est un rachat de titres et généralement, l'emprunt ne dépasse pas 7 ans. Donc, voilà, il faut l'absorber. Donc, dans cet exemple-là, très concret, les personnes ont revendu leur bâtiment, ont eu du cash et ont pu ont refinancé finalement avec le contrat de crédit-bail immobilier. Ils ont réétalé ça sur 15 ou 20 ans, je crois même. Et en contrepartie, ils avaient du cash pour acheter, en tout cas pour autofinancer une partie de l'achat de la société cible. Alors, là, c'était le cas présent, mais ça pourrait être pour renouveler un outil de production ou pour faire autre chose. L'idée, c'est pas parce qu'on n'est pas forcément dans une situation où on est en difficulté financière ou que le bilan est dégradé. Non, on peut l'utiliser en plein de cas
de figure. C'est un outil finalement, hein, c'est un outil comme un autre pour retrouver de la liquidité et pour concentrer, si vous voulez, sa capacité d'investissement sur l'outil de production. Et on a une nouvelle question qui est apparue depuis, d'Alban, qui nous dit « Ne vaut-il pas mieux recréer une société à qui nous vendons le capital, ou j'imagine les actifs, et être exonérés si nous ne sommes pas imposables aux plus-values » Alors, j'aurais tendance à dire que oui. Oui, parce que si vous n'êtes pas imposable aux plus-values, et c'est possible parce que votre entreprise peut bénéficier d'une exonération de plus-value. C'est le cas pour ce qu'on appelle les petites entreprises, hein, celles qui font moins de 250 000 € de chiffre d'affaires hors taxe, lorsqu'on est dans le régime de l'impôt sur le revenu. Et parfois, on a aussi des mécanismes où on multiplie ce seuil de taxation par le nombre d'associés. Donc, effectivement, je peux être dans le cas où je ne suis pas taxable aux plus-values. À ce moment-là, j'aurais plutôt tendance à vous dire que oui, ce refinancement par une société, je crée une société immobilière foncière à côté, je revends ce bien à cette société. Si je ne suis pas imposable aux plus-values, je n'ai pas de conséquences fiscales. Et donc, ça peut être plus intéressant. Oui. Je vous l'avais dit, il ne s'arrête pas quand il s'agit de partir sur des schémas d'intelligence fiscale, puisque le mot optimisation fiscale n'est plus vraiment toléré. Mais on sait bien ce dont on parle ce soir. Je vous propose qu'on enchaîne parce que je vois le temps qui passe, le sujet est intéressant. Les abandons de loyer, c'est un nouveau dispositif qui va s'intégrer dans le cadre de ce qui s'est passé au niveau de l'activité ou du manque d'activité auprès de certains commerces. Il y a eu l'instauration d'un crédit d'impôt pour les bailleurs. Alors, on en a entendu beaucoup parler, ça fait beaucoup de lignes dans les médias, voire sur on va dire de temps d'antenne. On va être très simple, le dispositif a été quand même sérieusement réduit sur sa mise en œuvre. Ce qu'il faut retenir, c'est quoi, Jacques? Oui, on peut passer assez vite parce que malheureusement, ça n'a été cantonné qu'au loyer du mois de novembre. Donc, voilà, c'est uniquement au loyer que un propriétaire aurait pu abandonner sur le mois de novembre, et uniquement celui-ci. L'abandon consenti, il peut être fait plus tard, c'est-à-dire que je n'ai pas encore payé mon loyer et mon propriétaire peut l'abandonner jusqu'au 31 décembre 2021. Ça concerne des personnes physiques ou morales, hein, une société, une SCI. Locaux, ça concerne essentiellement les locaux faisant l'objet d'une interdiction d'accueil du public. On voit bien, fermeture administrative, donc restaurant notamment. Et il faut justifier des difficultés de trésorerie du locataire pour pouvoir avoir droit à ce mécanisme. Et c'est applicable aux immobilisations corporelles et financières. Voilà. Donc, ce crédit d'impôt, il est de 50% des loyers abandonnés. La bonne nouvelle, si on est dans ce cadre-là, c'est qu'effectivement, quand vous accumulez, vous mettez 5 000 € de loyer que vous étiez censé percevoir en tant que propriétaire ou votre propriétaire était censé recevoir, vous enlevez, alors vous avez perdu 5 000 € en tant que propriétaire, vous allez perdre aussi, enfin vous allez gagner l'impôt que vous n'allez pas payer dessus, donc la CSG, CRDS, vous rajoutez ce crédit d'impôt en étant, on a fait un calcul rapide, Jacques, à 30% de tranche marginale d'imposition, c'est-à-dire que si on considère que vous êtes sur cette tranche-là, le coût pour le propriétaire est de 0. Hein, donc, l'objectif était espéré, c'est-à-dire que le propriétaire qui abandonne, ça ne lui coûte rien. Hein. Voilà l'objectif du dispositif. On aurait simplement aimé que ce soit beaucoup plus large. Et plus fluide dans la mise en œuvre parce que ça a été annoncé, pas mis en œuvre, décidé pour octobre, novembre, décembre dans l'esprit, puis réduit à novembre, et puis en fait finalement que pour les entreprises qui sont fermées. Enfin bref, il a fallu s'en sortir un petit peu pour suivre cette actualité. Prorogation de cette mesure initiée dans la deuxième loi de finances rectificative pour 2020 jusqu'au 30 juin 2021. Oui, alors ça c'était les abandons consentis lors du premier confinement. Donc entre la mesure a été élargie, c'était à partir du 15 avril 2020 et ça a été prorogé jusqu'au 30 juin 2021.
non imposables des revenus fonciers, et puis c'est déductible des revenus, déductible des revenus pour les bailleurs relevant des BIC. Donc non imposable pour les revenus fonciers, c'est-à-dire que je ne l'ai pas perçu, donc forcément je ne paye pas. Je ne vais pas payer sur un loyer que je n'ai pas perçu. Et puis c'est déductible pour les bailleurs qui relèvent des bénéfices industriels et commerciaux, puisque là on a ce qu'on appelle en compta d'engagement et non pas en compta de trésorerie comme peuvent l'être les revenus fonciers. Voilà. Merci Jacques. On enchaîne avec le crédit d'impôt rénovation énergétique des PME. Alors, là aussi, une bonne nouvelle pour deux cibles. Les professionnels du bâtiment qui ont intérêt, d'un côté, à solliciter les entreprises de leur savoir-faire pour la rénovation énergétique, puisqu'on a une rénovation des bâtiments à usage du tertiaire qui serait achevée donc depuis plus de 2 ans, qui vont vouloir faire des travaux d'isolation thermique, de chauffe-eau solaire, de chaudière de biomasse, de ventilation mécanique. Et 3 petits points, c'est-à-dire que là, on rentre dans les petits alinéas. Et dispositif qui permet un crédit d'impôt de 30% du prix de revient. Et tu me dis si je me trompe, dans la limite de 25 000 €, je crois. Oui, voilà, c'est ça. Tout à fait. Donc, ça intéresse un certain nombre d'entreprises quand même qui sont incitées finalement, elles aussi, comme le furent les particuliers. On a eu le fameux crédit d'impôt transition énergétique qui a duré pendant 4-5 ans. Et bien là, c'est un petit peu la même chose appliquée aux entreprises, aux petites et moyennes entreprises, pour les inciter à elles aussi à faire des économies d'énergie. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle, comme tu disais, Michel, pour nos clients adhérents qui sont dans le secteur du bâtiment, puisque je pense qu'un certain nombre d'entreprises n'hésiteront moins à faire ces travaux-là, d'isolation, de chauffe-eau solaire, etc. Je n'ai pas remis toute la liste, puisque comme à chaque fois, c'est toujours une liste à l'après-vert, avec ce crédit d'impôt. Donc là encore, même si l'entreprise n'est pas imposable, c'est l'État qui se substitue et qui rembourse. Alors, je fais rapide, encore une fois, premier arrivé, premier servi, on sait les budgets. Si le dispositif vit une véritable embellie, une loi de finances rectificative peut vous amener à stopper un dispositif. Donc, vous avez un projet, n'hésitez pas trop longtemps, parce que le dispositif est ouvert jusqu'au 31/12/2021. Ça s'intègre dans une loi de finances. Je vais vous donner un exemple. Il y a un dispositif qu'un collègue vient de m'indiquer, qui a été ouvert le 4 janvier. En termes d'appel à projet, il a été fermé le 5 janvier. C'est-à-dire que l'enveloppe a été fermée en 2 jours. Là, on a assez peu de chance de ça, mais c'est pour vous dire qu'il y a des enveloppes qui sont ouvertes. Une fois qu'elles sont utilisées, c'est fini. Alors, j'entends les questions. Les 2 dernières questions, je vous propose qu'on y réponde quand on va être sur le focus en matière agricole. On enchaîne sur les sociétés à l'IS. L'IS, que se passe-t-il, Jacques? Des bonnes nouvelles? Alors oui, c'est des bonnes nouvelles. Alors, la première, c'est l'élargissement du taux réduit. Vous savez qu'il y a 2 taux d'IS, un taux réduit à 15% et un taux majoré. Et le taux de réduit d'IS était pour l'instant limité aux petites et moyennes entreprises. Donc là, on l'élargit jusqu'aux entreprises qui font un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros. Là, bon, on a un peu plus de latitude, on va dire. Et puis, sinon, j'ai rappelé en dessous la baisse, donc qui n'est pas nouvelle pour 2021, qui avait été déjà votée en 2020, mais qui continue la baisse du taux de l'IS, de l'impôt sur les sociétés, du taux majoré. Donc, vous voyez, les entreprises qui font moins de 7 millions et quelques de chiffre d'affaires et 10 millions prochainement. Donc, on a un taux d'IS à 15%, puis à 28% pour les exercices ouverts en 2020 et pour les exercices ouverts en 2021, donc ceux par exemple qui clôturent au 31 janvier et qui démarrent leur exercice au 1er janvier 2021, ils sont déjà concernés par le nouveau taux majoré d'IS qui passe à 26,5 et les exercices qui seront ouverts à partir de 2022, le taux majoré d'IS passera à 25%. Donc ça n'a pas été touché, ça avait déjà été voté. Je voulais le reprendre parce que
parmi toutes ces modifications d'imposition, c'est bien de resituer les choses qui avaient été votées et qui vont vraiment s'appliquer maintenant à partir de 2021. On se souvient qu'on était parti de 33, donc on est sur une décrue régulière de ce taux d'impôt et qui s'aligne plutôt sur les taux d'imposition moyens en Europe. On enchaîne sur la CVE et la CET. J'en ai parlé avec Philippe hier en notre webinaire sur le plan de relance. Donc, concrètement, votre CVAE et votre CFE forment la CET. Les taxes ont été décidées, c'est 20 milliards d'euros qui sont mis sur la table sur les impôts de production de ce type-là, sont coupés en deux, sont divisés donc par deux pour chacun d'eux, et applicables 2021, 2022, et le plafonnement qui permettait, on va dire, d'éviter, on va dire, des taxations différentes entre les collectivités, passe le plafonnement lié à la valeur ajoutée, il passe de 3% à 2%. Donc, effectivement, ça va se mettre en place automatiquement. Vous allez le mesurer immédiatement. Voilà. Donc, mise en place 2021, 10 milliards, 2022, 10 milliards. Ça représente 20% du plan de relance tout de même. Alors, je n'ai pas de questions particulière sur la présentation qui a été faite. Je vois le temps qui tourne et on va évoquer un peu de fiscalité agricole. Comme on parle de fiscalité agricole, on va poser les questions qui nous ont été indiquées sur le crédit d'impôt de la rénovation, avec Christian qui nous indique est-ce que les exploitations agricoles peuvent bénéficier de ce crédit d'impôt pour la création d'un bureau, par exemple? Et là, Jacques, je pense qu'on peut dire non, puisque ce sont les entreprises tertiaires qui indiqué dans le texte. Oui. Si je me trompe. Oui, absolument. C'est les entreprises tertiaires. Alors, c'est vrai que je pourrais repréciser ce point-là, mais a priori, c'est vraiment les entreprises tertiaires. Mais à un moment donné du texte, et là, on attend un petit peu les plus de précisions de l'administration, il parle de bureaux, par exemple, vous avez une entreprise industrielle et donc vous avez les grands bâtiments industriels à côté, puis après vous avez le bloc bureau, vous avez l'administratif. Et ça, dans ce cas-là, on pourrait aussi en profiter pour le bloc bureau. Alors c'est pour ça que je serais moins affirmatif sur cela. Je me dis si dans cet exemple-là qui prenait, si c'est exactement le cas, pourquoi pas aux activités agricoles. Autrement dit, la rénovation, l'isolation de ma stabulation, non, mais le bureau, et pourquoi pas. Et donc, la question mérite d'être creusée. Voilà, pour l'instant, pas assez de précision pour pouvoir répondre, mais évidemment, des réponses, on l'espère. Il y avait une autre question qui était du même ordre. Est-ce que, je pense que c'était en lien avec le crédit d'impôt de rénovation, est-ce que ça concerne les PME, les entreprises agricoles? On est face à cette réponse encore qui reste évasive, c'est que la précision du texte n'est pas suffisante aujourd'hui pour pouvoir dire, parce qu'il a été écrit dans le secteur tertiaire. Évidemment, si on a une opportunité, nos équipes seront informées et vous-même, vous pourrez les solliciter. On ne sait jamais avec les précisions de l'administration quand est-ce qu'elles arrivent. Donc, mais c'est vrai que je ne saurais que vous recommander de suivre notre webzine. On essaie de mettre au maximum le webzine Serre France Maine-et-Loire qui vous permet de disposer de l'actualité en temps réel. Donc, on peut vous inviter à vous y reporter. On fait un focus sur la fiscalité agricole, histoire de finir la soirée sur 2-3 éléments. On a un assouplissement du régime fiscal des exploitants agricoles réalisant des opérations à façon. Bonne nouvelle. Qu'est-ce qui se passe, Jacques? Alors oui, bonne nouvelle malgré tout, c'est aujourd'hui l'appréciation du seuil, de certaines limites fiscales, donc le seuil, le régime d'imposition, je parle micro BA réel par exemple, ou le seuil d'exonération des plus-values. Et bien lorsque je faisais du travail à façon, donc lorsque je faisais de la multiplication de plants, de semences, du travail à façon dans de l'élevage, dans les élevages porcin. Donc, c'est-à-dire que je ne suis pas propriétaire de la matière végétale, je ne suis pas propriétaire des animaux, je fais juste la façon. Donc, pendant 6 mois, 8 mois, je vais les faire
croître et donc je suis rémunéré pour ce travail. Donc, ce qu'on appelle du travail à façon. Aujourd'hui, on multipliait le chiffre d'affaires par 5 pour savoir si vous étiez, par exemple, exonéré ou pas des plus-values. Dans mon exemple tout à l'heure, j'indiquais que les petites entreprises agricoles, lorsqu'elles ne dépassent pas un chiffre d'affaires de 250 000 € hors taxes, sont totalement exonérées des plus-values. Eh bien, pour calculer ce seuil-là, si j'avais un atelier pour lequel je faisais du travail à façon, je multiplie le chiffre d'affaires par 5. Donc, si je faisais 25 000 €, ben, on considérait en réalité que j'en faisais 125. Donc, il ne me restait plus que 125 000 € de chiffre d'affaires autre de vente de lait, de céréales, de produits pour arriver au seuil de taxation. Donc, cet élément, ce coefficient multiplicateur passe à 3. Donc, je pense qu'un certain nombre de nos clients agriculteurs, clients adhérents agriculteurs, vont devenir soit partiellement exonérés, soit totalement exonérés des plus-values grâce à la baisse de ce coefficient, puisque notamment, je pense, dans le secteur de la vallée, beaucoup d'entreprises, le travail se fait à façon. Donc, c'est une mesure applicable pour les exercices clos à compter du 1er décembre, du 31 décembre 2020. Donc, les exercices qui vont clore au 28 février, au 31 mars, par exemple. Jacques, une question intéressante pour les exercices clos en 2021 ou fin d'année 2020, j'imagine, en tout cas. Les références 2020 et 2019 passent donc à 3 au lieu de 5 ou est-ce que 2019 reste à 5? Enfin, je complète la question. Oui. Pour moi, l'appréciation va se faire dès à présent sur le coefficient 5. Coefficient 3, tu veux dire? Coefficient 3, pardon, excusez-moi. Donc, le nouveau coefficient, effectivement, je me pose en 2021 et donc là, je fais mon calcul pour savoir si je suis taxable ou pas au plus-value. Je fais mon calcul avec ce nouveau coefficient. Bon. Là encore, j'ai le souvenir d'une autre période où on a attendu 2 ans l'explication du calcul des plus-values entre 2006 et 2008. C'est vrai. Espérons qu'on ait encore quelques précisions en la matière. On enchaîne encore une fois sur la fiscalité agricole avec la déduction pour épargne de précaution. Alors, l'élargissement se fait aux activités aquacoles et au centre équestre. Donc, ça, voilà. En fait, c'est une information intéressante. Et puis, il y a des sujets concernant le crédit d'impôt pour encourager l'agriculture vertueuse au plan environnemental, tel que c'est écrit dans le texte. Voilà, je l'ai repris parce que je ne veux pas que ce soit une interprétation politique. Tu fais bien de le souligner. C'est ce que dit le texte. Je me doutais, te connaissant, Jacques, que ce n'était pas tout à fait… il y avait un copier-coller sûrement d'un texte là. Alors, dis-nous, qu'est-ce qui se passe sur ces dispositifs? Alors, d'une part, il y a la prorogation du crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique. Donc, les agriculteurs qui produisent en agriculture biologique, le crédit d'impôt s'arrêtait en 2020, il est prorogé en 2021 et 2022, qui peut atteindre 3 500 € par an en crédit d'impôt. Et la nouveauté, c'est qu'il y a la mise en place d'un crédit d'impôt pour les exploitations agricoles certifiées HVE. C'est une haute valeur environnementale, HVE. Alors, pour bénéficier de ce crédit d'impôt, il faut que le certificat soit en cours de validité en 2021 ou délivré en 2022. Et le montant serait de 2 500 € avec une multiplication possible pour les GAEC, qui est toujours la particularité où on joue la transparence. Et donc, finalement, si j'ai 2 associés, je vais multiplier ce seuil par 2 ou 3, je vais multiplier ce seuil par 3. Et puis, un dernier crédit d'impôt pour les entreprises agricoles n'utilisant pas du glyphosate. Le glyphosate, j'ai juste marqué, c'est la matière active du Roundup, dont on entend énormément parler de chez Monsanto. Il y a tout des débats là-dessus, sur les réseaux sociaux. J'ai une question d'Alban qui nous dit: est-ce que le CERFRAN s'accompagne pour la certification HVE? Alors, non, Alban, d'abord. Alban, c'est la deuxième question. On avait dit une question par participant. Donc, tu as grillé ta cartouche. Donc, d'une manière générale, on est amené à accompagner ou faire accompagner et effectivement, les enjeux sur le HVE sont importants.
je pourrais rebondir auprès d'Alban en prenant contact avec un certain Nicolas P. Qui saura évidemment pouvoir vous proposer évidemment sur le sujet du HVE. Il y a déjà des entreprises qui ont passé en HVE, notamment dans le milieu viticole, de manière très significative. Et effectivement, en tout cas, la présentation du dispositif HVE sera réalisée, on va dire tout simplement, comment le HVE sera mis en œuvre de toute façon, quoi qu'il arrive, au fur et à mesure du temps. On sent bien que c'est une forme de pression aussi sociale. Et donc, il va y avoir des engagements forts au niveau de l'agriculture. Donc, on va forcément répondre d'une façon directe ou indirecte à ces enjeux-là. La réponse est en cours de construction. Voilà, de manière simple, comment je peux vous répondre. Même question qu'Alban. Merci beaucoup, je vois de votre réponse. Et le bilan carbone, j'y réponds encore une fois. Oui, nous répondrons à cette demande. Et je vais faire un petit peu de pub, c'est-à-dire qu'il y a un webinaire qui a lieu, je crois, le 15 février. Et Nicolas Poulain vous présentera d'abord les dispositifs, comment ça se passe et potentiellement comment il peut vous accompagner. Voilà. Jacques, le crédit d'impôt donc pour les entreprises n'utilisant pas de Roundup, j'avais oublié d'activer, c'est 2 500 € par an. Et voilà. Si on finit sur un sujet de la fiscalité des entreprises équines, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce qui se passe en la matière? Alors, première chose, c'est qu'effectivement, les gains de course hippique ne sont plus soumis à la TVA. Donc à côté du 1er janvier 2021. Et puis ensuite, il y a un ajustement sur la TVA, sur la vente de poulains vivants, pour laquelle on va appliquer le taux de 10%, le taux intermédiaire, alors que jusqu'à présent, c'était sur un taux de 20%, donc considérant que c'est vraiment entre éleveurs, quoi. Très bien. Donc, ce qu'on appelle les équidés en phase d'élevage. Alors, je vous laisse éventuellement poser des questions. Si vous en aviez, n'hésitez pas. On a essayé d'y répondre au maximum. On arrive sur la fin de ce webinaire. Et évidemment, nous n'avons pas réussi à tenir le timing. On va Alban, présenter effectivement la date tout de suite après. Il y a quelques dates à retenir. Avant ça, quand même, une information d'ordre général sur l'enregistrement. Alors, l'enregistrement, c'est quoi, Jacques? Ce sont les formalités que l'on doit réaliser quand on fait un acte juridique, notamment. Que se passe-t-il en termes d'informations sur les actes électroniques? Alors, ça, c'est la première chose. Depuis quelques années, on essaye de fluidifier les choses, notamment pour que les délais, vous savez, d'obtention du fameux CABIS, qui était extrêmement important pour les entreprises, parce que sans ça, on ne peut rien faire. On ne peut pas faire de démarche administrative, on ne peut pas emprunter, on ne peut rien faire. Les délais soient raccourcis au maximum. Et donc, on avait un petit caillou dans la chaussure, c'était qu'on ne pouvait pas, lorsqu'on devait enregistrer un acte au centre des impôts, il fallait absolument et obligatoirement présenter un original papier. Depuis le 1er janvier 2021, les copies d'actes sous seing privé, SSP c'est sous seing privé, les copies d'actes sous seing privé peuvent être enregistrées. C'est-à-dire que du début à la fin, je pourrais maintenant faire des actes dématérialisés avec une signature électronique, je dirais, certifiée. Et ce serait juste une copie que l'on enverrait en parallèle au centre des impôts pour s'acquitter de la taxe, mais ça nous permettrait d'envoyer directement les dossiers au greffe. Et là encore, Michel pourra en parler, je pense, mais ça fait partie des projets 2021 de mise en place de la signature électronique pour nos clients adhérents, pour que vous puissiez signer de façon beaucoup plus fluide, un petit peu comme ça se passe chez le notaire, même si le notaire, lui, a son propre mode de fonctionnement en tant qu'officier ministériel. Voilà. Et puis, deuxième chose, c'est la suppression de l'enregistrement sur certains actes de société. Donc, il y en avait déjà des choses qui avaient été supprimées. Et donc, là, ça se poursuit, et notamment tous les actes constatant les augmentations du capital social en numéraire ou entérinant la réduction du capital social, on n'a plus besoin de les faire enregistrer. Il n'y a plus la taxe de 375 € qu'on avait par acte, etc. Donc ça va vraiment dans le bon sens.
on a de moins en moins d'actes qui, lorsqu'on modifie les sociétés, sont soumis à l'enregistrement. Merci Jacques. Évidemment, s'il y a des questions, on y répond. Je vais quand même vous libérer parce qu'il est 20 heures. Effectivement, à la question est-ce le 16 février, c'est bien le 16 février à 14h30 sur le plan de relance en agriculture et le bilan carbone. Donc, effectivement, on fera un point sur les spécificités du plan de relance, comme on l'a fait hier soir sur les entreprises de l'artisanat, du commerce et les PME. Eh bien, on fera son pendant au niveau de l'agriculture et on fera un focus sur le bilan carbone. Préalablement à ça, le 15 février, on fera un focus sur le financement des entreprises qui ont été notamment impactées, puis on fera un point sur l'actualité, on va dire, des dispositifs compte tenu de la situation sanitaire. Ça sera présenté avec Philippe Torrent et moi-même. On aura un intérêt à parler du PGE pour les premiers PGE qui ont été mis en place, les dispositifs complémentaires au PGE, le Fonds de solidarité, bref, tous ces dispositifs qui bougent quand même pas mal. Et puis le 19 février, on fera un webinaire à disposition, j'ai envie de dire, plus des entreprises viticoles qui, elles, sont des entreprises du milieu agricole, évidemment, donc ont des dispositifs agricoles, mais qui vivent la crise de manière directe avec la baisse et la chute, je dirais même, des ventes, parce qu'effectivement, le marché s'est réduit. Et donc, on vous proposera une approche globale au niveau des entreprises viticoles, notamment avec la présence d'Anne Gache, qui aura le plaisir de présenter ces dispositifs-là. Nathalie Meunier, conseillère d'entreprise aussi. On vous fera un focus de 45 minutes dédié rien qu'aux viticulteurs. Voilà, moi je vais à présent vous libérer. La chose à retenir, c'est que les dispositifs, moi j'ai retenu la question de la SCI Prime Rénov', j'ai fait quelques recherches. Il semblerait quand même que dans les textes de départ, la SCI soit quand même exclue. On vérifie ça avec Jacques. J'ai noté les personnes qui se posent la question. Ce que vous pouvez faire si vous avez quelque chose qui a été trop vite ou voilà, le dispositif dès demain sur notre chaîne YouTube, c'est-à-dire ce webinaire d'1 heure, il est en replay à disposition pour vous ou vos connaissances, avec plaisir. D'une manière générale, vos interlocuteurs comptables, conseillers, juristes, bref, tous interlocuteurs Serre France, vous pouvez les solliciter sur tel ou tel point et ils vous répondront, j'imagine, avec plaisir et surtout personnaliseront la réponse, puisque vous voyez bien dans un webinaire, c'est plus difficile de personnaliser. Et là, on est évidemment sur une présentation générale. On tient avec Jacques à vous remercier de votre présence. Je tiens aussi à vous remercier parce qu'effectivement, on voit les personnes qui sont inscrites et qui restent connectées. Vous avez été assez nombreux à vous inscrire et à vous connecter, et puis vous êtes restés très nombreux. Donc, merci à vous. On vous souhaite une excellente soirée. Jacques, un petit mot de la fin peut-être ? Écoutez, merci, c'était une première pour moi. Je préfère toujours les contacts en direct et puis malheureusement, on ne pourra pas traquer ensemble. Mais je pense que c'est malgré tout une formule que je trouve très intéressante puisqu'on se concentre sur une thématique et ça permet effectivement, lorsqu'on ne peut pas se déplacer ou autre, d'y participer. Donc, je pense qu'on continuera sans doute peut-être à faire des mixtes et à vous voir je dirais, en réel, en physique, en vous recevant autour je dirais, d'un petit buffet comme on le faisait antérieurement. Ce sera avec plaisir évidemment de vous retrouver le plus tôt possible. En attendant, prenez soin de vous, c'est la formule habituelle, mais elle est drôlement importante. Donc, on vous souhaite une excellente soirée. On espère vous retrouver donc physiquement le plus tôt possible et à bientôt dans un webinaire, dans un futur très proche. Merci à vous tous. Au revoir. Au revoir. Serre France, entreprendre ensemble.